Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. 6e édition du concours télévisé Had El Arwah. La première soirée était hier. Elle a réuni plusieurs jeunes talents issus des 4 coins du pays. À Skikda, les femmes rurales productrices appelées à adhérer dans des coopératives spécialisées, un réservoir selon la ministre de la Solidarité nationale, Kautar Kirikou, en visite dans cette wilaya. On parlera de recyclage de papier. 36 000 tonnes de papier retrouvent une nouvelle vie chaque année dans l'unité de récupération Papyrec, une production destinée à la consommation locale et internationale. Et enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui pour discuter du conflit au Sahara occidental sur fond de tensions et de difficultés à nommer un nouvel émissaire onusien. Bienvenue à tous. Le rendez-vous culturel de ce mois sur la chaîne coranique de la télévision algérienne, le concours télévisé Had El Arwah. Cette 6e édition réunit plusieurs jeunes talents issus des 4 coins du pays hier. C'était la première soirée. Couverture Hicham Boumeida. Le commentaire est signé Camélia Mlel. Il s'agit de la première soirée du concours dédié au programme Had El Arwah, chant et interprétation réunissant les jeunes talents issus des 4 coins du pays. Nous sommes honorés de participer à la compétition. Cette école est un moyen pour encourager et soutenir les jeunes talents en leur offrant tous les moyens nécessaires pour leur réussite. J'ai déjà participé à la 2e édition de Had El Arwah où je faisais partie des lauréats du concours. À mon tour, je souhaite du succès pour les participants de cette année. Une compétition très rude où les plus belles voix rivaliseront entre elles devant un jury très difficile à convaincre. Ces participants seront accompagnés tout au long de cette édition d'un professeur et au final, nous allons découvrir ensemble le gagnant de la 6e édition de Had El Arwah. Ils sont 12 jeunes talents à s'affronter durant cette compétition. Nous les avons mis dans 3 groupes et chaque groupe est accompagné d'un des meilleurs professeurs en chant religieux. Nous citons à titre d'exemple Abdrahman Akrout, Nasser Milouh ou encore Ismail Yilles. La compétition est très serrée entre les plus belles voix. Ces jeunes talents vont se produire tous les mardis devant un jury qualifié pour choisir la meilleure voix et la meilleure interprétation sur scène. Au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a procédé hier au lancement d'une nouvelle plateforme numérique. Lawhati.dz est un moyen pour les artistes d'exposer et de vendre en ligne leurs créations. À cette occasion, Bendouda a procédé à l'achat de la première toile, Camélia Blel. Plus besoin de se déplacer vers les galeries d'art pour acquérir un tableau ou une sculpture. Grâce à cette plateforme numérique, c'est l'art qui vient vers vous. En un seul clic, une panoplie de choix d'œuvres artistiques sera mise à la disposition des amateurs d'art. C'est un artiste spécialisé qui nous dit cette œuvre, elle a de la valeur. Et cette œuvre n'a pas de valeur. Et c'est comme ça qu'on la met en ligne. Et puis l'artiste lui-même est d'accord, il nous donne un certificat d'authenticité de cette œuvre. Et ensuite, nous validons cette œuvre. J'espère que ça va y aller, Inch'Allah, je l'espère. Wallah, je l'espère du fond du cœur. Parce que ça aide beaucoup les artistes. Parce que, mais non, Lawhati.dz, cette nouvelle plateforme sera une aubaine pour les artistes touchés par la fermeture des galeries en raison de la pandémie. C'est une première, donc on pense le faire dans tous les domaines, notamment la musique. C'est un moyen de aussi faire connaître nos artistes ici et ailleurs. Et puis cette plateforme sera suivie par des conventions avec d'autres secteurs, notamment le tourisme. Les frais de livraison se font gratuitement et dans toutes les wilayas du pays.
À Marseille, un restaurant social et solidaire a été lancé par des ex-salariés d'une grande enseigne américaine de fast-food. Les initiateurs du projet, pour la plupart des membres de notre communauté établie en France, ont apporté leur part de solidarité en ce mois de Ramadan. Afaf Belhouchet. C'est une drôle de façade, au nom encore plus évocateur, qui siège en bas des quartiers nord à Marseille. Cet ancien McDonald's fut réquisitionné lors du premier confinement par d'anciens salariés et de nombreuses associations, puis reconverti en fast-food social et banque alimentaire. Première porte sur notre gauche, c'est ce qu'on appelle le stock sec. Ici, on range tout ce qui est frais. Tout ce qui est yaourt, tout ce qui est fromage, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes. Entre collecte et préparation des colis, ici, c'est au pas de charge que les équipes travaillent tout au long du week-end pour assurer la livraison du lundi. C'est les donateurs qui viennent, qui déposent, quand c'est les particuliers, ou quand c'est les entreprises, on va directement les récupérer. Ou il y a aussi des livraisons qui sont faites pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont des camions réfrigérés. En tout, 1200 colis très complets seront distribués comme chaque lundi. Une opération assurée grâce à la plateforme tournante des bénévoles au nombre de 150. Donc il y a une cagnotte qui a été mise en ligne. Et merci aux donateurs et aux donatrices. Grâce à eux, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et on ne pourrait pas donner aux plus souffrants et aux plus démunis. Donc nous faisons des achats principalement le jeudi chez un grossiste. Une grosse quantité bien évidemment. On a recensé à peu près 1800 familles. Mais on a quand même à peu près 1200, 1300 personnes qui se présentent le lundi. Et les besoins sont énormes dans cet arrondissement marseillais où le taux de pauvreté dépasse les 40%. D'après Jamel, visage emblématique du quartier et champion sportif, elle toucherait davantage les sans-papiers et les étudiants dans la ville. C'est une culture, c'est une éducation. Et c'est surtout des valeurs que nos parents nous ont données. On ne recherche rien. Nos parents nous ont appris à donner, à partager, et on a connu la misère. Moi, j'ai 42 ans, donc je fais partie encore de la génération qui a goûté un peu à la pauvreté, au papa maçon, et ainsi de suite. Donc tout simplement, je retransmets ce que mes parents m'ont laissé. En plus des colis, ce collectif d'associations assure également la distribution de repas chauds à quelques 600 personnes par semaine. Depuis le début du mois sacré, d'autres senteurs se dégagent des cuisines. Et on va dire quoi, un poulet un peu rôti avec des légumes, des aubergines, des tomates, des oignons, champignons frais. Je suis avec Hatal Bled, de leur famille, qui ne sont pas tout seuls, et puis ça les réconforte. On est avec eux, on les soutient, on ne les lâche pas. On ne peut pas les laisser pendant le Ramadan, impossible. C'est même pas que les familles, c'est les SDF et les étudiants. Pour eux, c'est encore beaucoup plus compliqué. Comme on disait, les familles, elles arrivent toujours un peu à négocier. Il vient un jeune ou un jeune sans papier, il va demander à manger, il va demander de l'aide, il va demander de dire dégage. 1 heure avant la rupture du jeûne, les bénévoles commencent à sillonner les rues de la ville. Équipés d'une shorba bien chaude et de larges sourires sur les visages, ils entament leur maraude au pied de la gare centrale de Marseille. On est à la maraude du cœur de Marseille et on fait ça tous les jeudis soirs en principe. Et pendant le confinement, on le fait le dimanche. Et pendant le Ramadan, on le fait 2 fois par semaine. On n'oublie pas nos amis de la rue qui sont dehors et qui n'ont pas d'endroit pour cuisiner. Donc même pendant le Ramadan, on sert les repas aux personnes dans la rue. Ce soir, 300 repas chauds seront distribués. Mais si les maraudes des cœurs de Marseille est cosmopolite dans sa composition, beaucoup de ses membres jeûnent en ce mois de Ramadan. Même que pour les équipes de l'après-m. Connus pour être un symbole de la lutte sociale à Marseille, ils sont aussi le symbole d'une culture de générosité emportée dans les valises de leurs parents, qu'ils perpétuent à leur tour. La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Krikou, a appelé hier à Skikda les femmes rurales productrices à la nécessité d'adhérer dans des coopératives spécialisées. La ministre a par ailleurs donné le coup d'envoi de 2 caravanes de solidarité et de sensibilisation à l'occasion du mois de Ramadan. Walid Yousfi. Nous sommes sur les hauteurs de Tamalous, près de Skikda, une wilaya à vocation agricole où pas moins de 3000 femmes rurales ont une activité régulière. Un réservoir selon la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Krikou, qui sera accompagnée et soutenue par tous les secteurs en vue de former et accompagner ces femmes dans leurs projets. Dieu merci, ils nous aident comme ils le peuvent et ils font de leur mieux. Quand j'ai sollicité l'aide de l'ANGEM, j'ai été très bien reçue. J'ai beaucoup de volonté et je ne suis pas du genre à faire machine arrière. Il y a un programme établi qui prévoit le soutien et l'aide aux femmes rurales en coordination avec la direction des forêts et la direction de l'agriculture de la wilaya. Bien évidemment, cela se fait dans le cadre de la loi sur les coopératives agricoles publiée récemment.
Nous encourageons les femmes qui exercent des activités similaires dans la même région d'adhérer à des coopératives agricoles. Des sessions de formation ont d'ailleurs été lancées par la tutelle en coordination avec le secteur agricole et ce dans plusieurs filières. Objectif, renforcer, promouvoir et accompagner la femme rurale. J'ai inspecté le marché solidaire que nous avons lancé le premier jour de Ramadan et ce suivant le programme établi par nos services pour soutenir l'insertion de la femme rurale dans la production locale. À l'issue de sa visite de travail dans la région, la première responsable du secteur a procédé à la remise de chèques en faveur de plusieurs bénéficiaires de crédits en GEM, en plus d'attestations d'attribution de locaux commerciaux et de matériel au profit de personnes aux besoins spécifiques. L'énergie photovoltaïque en Algérie, un secteur maîtrisé en termes de recherche et développement, mais pas à l'échelle industrielle, car la matière première, à savoir le silicium, est toujours importée. Et pourtant, l'Algérie dispose de plusieurs gisements de sable silicieux qui, si exploités, feront baisser la facture d'importation. Suivez avec nous ce reportage au Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour énergie pour découvrir processus de fabrication. Yamina Saïdi. Inépuisable et non polluante, l'énergie solaire est en plein essor, mais son exploitation reste encore chère. En Algérie, un panneau photovoltaïque coûte en moyenne 35 000 dinars. Ce dispositif qui convertit le rayonnement solaire en énergie compte entre 60 et 120 cellules solaires fabriquées à base de silicium, une matière importée qui coûte près de 18 $ le kilo. L'importation, c'est une facture qui coûte cher. Donc on peut facilement voir que si tout est disponible ici, donc si ça va être disponible en termes de matière première qui va nous servir de production du silicium, la facture va être divisée en 2 et 3. Hein, donc ça va être réellement une valeur ajoutée terrible pour l'industrie, surtout photovoltaïque. Le processus de fabrication est pourtant maîtrisé à l'échelle recherche et développement, mais pas encore à l'échelle industrielle. Pour le comprendre, direction le centre de recherche en semi-conducteurs pour l'énergétique. Première étape, le silicium est cuit dans un four à 1450 degrés pour former un lingot. Le lingot sera découpé en 16 briquettes qui seront découpées en plaquettes de silicium appelées wafers. Le processus a duré 48 heures, non-stop. Il a subi les différentes étapes de fusion, traitement et refroidissement. Le résultat est là, sur le silicium lingot qui pèse 80 kg avec des dimensions de 44 cm et 18 cm de hauteur. Ces briquettes vont être découpées au sein de cette machine. Cette étape consiste à utiliser un fil d'acier de 0,2 mm de diamètre, plus exactement 160 microns de diamètre. Mais à ce stade, le silicium n'est pas encore prêt à entrer dans la fabrication d'un panneau solaire. Il faudra d'abord le purifier chimiquement avant de passer à la salle blanche pour la réalisation de la jonction, plus la couche anti-reflet. Il y a 2 faces. Il y a une face qui est exposée au soleil. On va mettre une grille, ce qu'on appelle une grille. Pourquoi une grille? C'est pour laisser le maximum de lumière pénétrer. En face arrière, on va faire une métallisation complète. On va passer plutôt à la classification des plaquettes. On va passer le simulateur solaire. Et après, on passe là à ce qu'on appelle l'encapsulation, c'est-à-dire on va faire le panneau solaire. Une technologie maîtrisée, des matériaux disponibles, de quoi réduire le coût et augmenter le rendement des panneaux solaires. Le seul problème aujourd'hui, c'est l'exploitation minière qui fait défaut. Concernant le quartz et les sables ainsi que les grès, on a des places hautement pures. Donc c'est ceux-là qui vont nous permettre d'investir déjà dans le photovoltaïque. Il faut dire une chose qui est très importante. Notre but principal, c'est-à-dire de contrarier le problème de l'importation. La production de panneaux photovoltaïques à partir de nos propres gisements pourra concrétiser les engagements de l'État relative à la diversification énergétique accompagnée d'une industrialisation 100% locale.
Place au recyclage de papier. 36 000 tonnes de papier tout type confondu retrouvent une nouvelle vie chaque année dans l'unité de récupération Papyrec à Bourouba, Alger. Une production destinée à la consommation locale, mais aussi internationale, notamment vers les pays asiatiques. Yasmine Saudi. Près de 7 tonnes de papier sont traitées quotidiennement à Papyrec, une unité de récupération et de recyclage du groupe JPEC, où pas moins de 36 000 tonnes de papier retrouvent une nouvelle vie chaque année. Nous procédons au recyclage de tout type de papier à travers tout le territoire national, notamment le carton, les papiers de couleur, les livres et les journaux. Les entreprises ont besoin de papier recyclé comme matière première pour leur production. Nous procédons au tri des différents types de papier pour faciliter le recyclage. Un tri qui s'effectue selon la taille et la qualité du papier, qui sera ensuite traité par ces machines pour être ensuite stocké et vendu aux entreprises activant dans le domaine de la fabrication de papier, une production destinée à la consommation locale et internationale. Ce sont des matériaux destinés à l'exportation, comme le carton et le papier craft. Nous les envoyons vers les pays asiatiques, notamment l'Inde, l'Arabie saoudite et la Turquie. Grâce au recyclage, le coût de production du papier est réduit de pas moins de 40%, apportant ainsi une véritable plus-value financière, mais environnementale également. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui pour discuter du conflit au Sahara occidental sur fond de tensions et de difficultés à nommer un nouvel émissaire onusien dont les efforts de relancer le processus politique sont torpillés par le Maroc. Bouchaboy. Présidée par le Vietnam, la réunion du Conseil de sécurité planchera sur les moyens de redynamiser le processus politique en vue de résoudre le conflit au Sahara occidental. Un conflit qui dure depuis plus de 40 années et dont le règlement achoppe sur l'obstination du Maroc à dénier au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. Un droit pourtant garanti par la résolution onusienne 1514 portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux. Autre pierre d'achoppement, la nomination d'un nouvel émissaire des Nations Unies pour le Sahara occidental, devenu plus qu'une nécessité selon les observateurs. Le poste est en effet vacant depuis la démission en mai 2019 de l'ancien président allemand Horst Köhler, après 20 mois d'intense médiation. Après les deux Américains James Baker et Christopher Ross, ainsi que le Hollandais Peter Van Walsoen, le conflit aura en tout consommé 4 médiateurs, sans pour autant aboutir à une solution. À chaque fois, les émissaires onusiens sont empêchés d'accomplir leur mission de médiation par le Maroc, qui campe toujours sur ses positions bellicistes, faisant perpétuellement fi des décisions onusiennes et bafouant le droit international. Les Nations Unies, qui disent poursuivre tout de même leurs efforts pour nommer un nouvel émissaire pour le Sahara occidental, affirment qu'elles rencontrent des difficultés à trouver le bon profil pour occuper ce poste. Mais la représentation du Front Polisario à l'ONU affirme quant à elle que c'est le Maroc, soutenu par la France, qui entrave la nomination d'un nouvel émissaire de l'ONU pour maintenir le statu quo. Un statu quo qui exaspère la RASD, laquelle pointe du doigt l'inaction du Conseil de sécurité depuis le 13 novembre 2020, date de la violation du cessez-le-feu par le royaume chérifien. Face à cette situation, le Front Polisario monte au créneau et exige l'élaboration d'un nouveau cadre plus sérieux pour les négociations entre le Royaume du Maroc et la République arabe sahraoui démocratique. La RASD, qui reste attachée à une solution pacifique, dit être disposée à coopérer dans le cadre de la feuille de route établie par l'Union africaine et son Conseil de paix et de sécurité, lequel a remis la question sahraoui dans son véritable contexte de décolonisation. Dans la dynamique des efforts visant à asseoir la sécurité et la sérénité sur l'ensemble du territoire national, des unités, des détachements
de l'armée nationale populaire ont mené durant la période du 14 au 20 avril plusieurs opérations dont les résultats dénotent du haut professionnalisme et de l'engagement indéfectible de nos forces armées à préserver et prémunir notre pays contre toute forme de menace sécuritaire et fléaux connexes. Dans le cadre de la lutte anti-terroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit à Ain Dfla 15 bombes de confection artisanale, tandis que 4 éléments de soutien au groupe terroriste ont été appréhendés à Ain Dfla et Jijel. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays. Des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires 29 narcotrafiquants et saisi d'immenses quantités de kif traités s'élevant à 15 quintaux et 60 kg que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc. À ce titre, des détachements de l'ANP, les services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté lors d'opérations distinctes au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 20 narcotrafiquants et saisi 15 quintaux et 29 kg de kif traités alors que 9 narcotrafiquants ont été appréhendés 31 kg de la même substance ainsi que 35 420 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset, Ingezem, Borjbadji, Mourtar et Janet 205 individus et saisi 6 véhicules, 210 groupes électrogènes, 104 marteaux-piqueurs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite ainsi que 125 sacs de mélange d'or brut et de papier, tandis que 11 individus ont été arrêtés et 5 495 boîtes de tabac et 48 000 unités d'articles parapharmaceutiques ont été saisies lors d'opérations distinctes menées à Ouargla, El Oued et Chlef. Dans un autre contexte, des gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 17 285 litres à Tébessa, Tarf, Soqaras et Borj Badji Mourtar, alors que 129 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à In Amenas, Larouat, In Salah, Biskra, El Oued, Tiaret et El Bayet. Au Tchad, la mort du président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans et partenaire clé des Occidentaux contre les terroristes au Sahel, a ouvert une période d'incertitude au Tchad où les rebelles ont promis de marcher sur la capitale à N'Djamena. Le vice-président du Conseil militaire tchadien de transition, le général Djimadoum Tiraina, a déclaré que le Conseil militaire de transition remettra le pouvoir à un gouvernement civil après des élections libres et démocratiques dans un délai de 18 mois. Le président de la commission de l'UA, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a fait part sur Twitter de sa vive émotion suite au décès du président Idriss Déby Itno. L'Union européenne a appelé hier à une transition limitée et à un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Tchad. Aux États-Unis, le policier Derek Chauvin a été déclaré coupable du meurtre de George Floyd, une victoire pour la justice selon la famille du quadragénaire dont l'homicide l'an dernier à Minneapolis est devenu le symbole des brutalités policières contre les minorités aux États-Unis. La passation de consignes entre le président sortant de la Fédération algérienne de football, Khaireddine Zetchi, et son successeur, Sharafeddine Amara, a eu lieu hier soir. Pour rappel, Sharafeddine Amara, seul candidat en lice, a été élu à la tête de la FAF pour le mandat olympique 2021-2024 lors des travaux de l'Assemblée générale élective tenue jeudi dernier à Alger. Sur un total de 88 membres votants, Amara a obtenu 75 voix contre 13 non.
Je vous propose d'écouter. Je tiens aussi à cette occasion باش نشكر كل أعضاء الجمعية العامة اللي داروا فينا الثقة في شخصي وفي المكتب المرافق. نشكر كل القائمين على العملية هذه عملية تسليم المهام، والأكيد نعمل لتحسين وضع الكرة الجزائرية، ورح نعمل لتحسين المنظومة الكروية في الجزائر، وأكيد دعم كل ما يمكن أن يعطينا أو يعطي للكرة الجزائرية بعدا وطنيا ودوليا، ويعطيها القوة اللي لازم تكون بها اللي لازم تستحقها أمة من أمم كرة القدم العريقة. وبالتالي احنا اليوم رايحين على تحضير الفريق الوطني، ورايحين لمقابلات التصفيات لكأس العالم، واحنا اكيد راح نوفر كل الامكانيات ونسهر على كل ظروف التحضير وكل هذه اللي اكيد نعطي للفريق الوطني ما يستحقه، ونعطي للشعب الجزائري خاصة، نواصل نعطي للشعب الجزائري خاصة هذه البهجة اللي كل مرة يعطيها الفريق الوطني. Football, Coupe de la Confédération, 5e journée, groupe A et B, la JSK et l'ESS en mission périlleuse en déplacement. Les Canaries qui restent sur une défaite face à l'ES Sétif en match de mise à jour du championnat de Ligue 1 se rendront au Cameroun pour y défier le Coton Sport Garoua, alors que l'Aigle Noir ira en Afrique du Sud pour croiser le fer avec les Pirates d'Orlando. Les deux matchs sont programmés aujourd'hui à 14h. Et puis on revient sur la mise à jour du classement de la Ligue 1 de football algérienne disputée hier soir à Borj Bouarerij. Le CR Belouizdad s'est imposé devant le CA Borj Bouarerij sur le score de 3-1 à la faveur de cette victoire en déplacement. Le CRB avec 30 points qui compte encore 2 matchs en retard remonte à la 7e place du classement à égalité avec le CS Constantine, alors que le CAP Borj Bouarerij avec 5 points est bon dernier. Voilà, c'est la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Aribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.